France, Ismaël Mbaye est collaborateur au Sénat, mais ses activités ne s'arrêtent pas là. Il est aussi enseignant, chercheur en droit public et président de l'association Expression de France. Ismaël Mbaye est l'invité de votre rubrique Diaspora. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes né au Mali, vous avez grandi en France, vous avez fait d'ailleurs vos études à l'université d'Evry avant même d'y enseigner. Pourquoi vous adressez-vous aux jeunes aujourd'hui? Je m'adresse à la jeunesse, c'est à la suite d'une demande d'une inspectrice d'académie qui m'avait demandé d'intervenir dans un collège parce qu'à la suite des événements de Charlie Hebdo, où les jeunes avaient refusé de faire la minute de silence sous prétexte qu'on ne faisait pas de minute de silence pour les jeunes en Palestine. Il fallait expliquer les différences qu'il y avait entre les deux États, notamment le contexte. C'est dans ce cas qu'on a décidé de s'adresser à la jeunesse. Ça a été pour vous un déclic finalement, ces attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher? Oui, à la suite de ces attentats, surtout de Charlie Hebdo, plusieurs jeunes sont venus me voir justement, mes étudiants en droit, pour me demander quelle était la différence et pourquoi les attentats visaient une certaine communauté. Donc la communauté juive pour le coup. Exactement. Exactement. Et il y avait une confrontation entre ceux qui estimaient que c'était une théorie du complot et ceux qui estimaient que c'était des Français qui avaient fait du mal à d'autres Français. Il fallait expliquer pourquoi on était arrivé là et comment on pouvait faire pour établir le dialogue entre les différentes communautés. Alors justement, comment vous faites face aux théories du complot ou même pour restaurer un dialogue? Pour restaurer un dialogue, il faut revenir sur le droit, le cadre légal. En échangeant avec ces étudiants, nous nous sommes rendus compte qu'il manquait d'informations sur l'ensemble des éléments. Il fallait leur apporter une certaine réponse pour qu'ils puissent avoir un avis propre et une alternative, je dirais, pour qu'ils puissent débattre ensemble dans le respect de la règle de droit. Et là, quand vous parlez justement du cadre légal, là entrent en jeu finalement vos études de professeur de droit? Oui, j'ai fait une spécialité en droit public, en droit privé public des collectivités territoriales, ce qui m'a permis aussi de me spécialiser en droit constitutionnel, en droit administratif, ce qui me permet aussi d'échanger avec ces jeunes-là. Alors, si on revient sur votre parcours, expliquez-nous en quelques phrases justement qui vous êtes. Qui je suis? Je suis né au Mali à la fin des années 80. Et je suis arrivé en France début des années 90 justement. Et j'ai fait un parcours classique en droit. J'ai fait un parcours classique après des études de bac technologique. Ouais. J'ai fait du droit privé et public en collectivité territoriale pour faire ensuite un master au Sénat. Et enfin, je me suis dirigé vers des recherches en thèse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a finalement poussé à aller vers le droit des gens, des rencontres? Comment vous en êtes arrivé à finalement travailler aujourd'hui au Sénat? Tout petit, déjà, je me disais que le droit était intéressant parce que connaître ses droits dans cette société, c'est important. Le Sénat, c'est à la suite de deux courriers, un au ministère de l'Intérieur, un au Sénat, que j'ai été intéressé pour découvrir les institutions, d'où le cadre de mes recherches. Je voulais savoir comment c'était organisé, comment ça fonctionnait de l'intérieur pour ensuite l'enseigner. Et pour vous, pas de plafond de verre, pas de discrimination, ça a été assez linéaire comme parcours? Non, pas du d'embûches? tout. Le plafond de verre est bien présent, mais à chaque fois, je pense que le caractère de chacun est important. Lorsqu'on est en face d'un plafond de verre, il faut se donner les moyens pour pouvoir y échapper et pour pouvoir créer à côté, on va dire, ou sinon pour pouvoir le percer. Comment on fait justement pour percer ce fameux plafond de verre? Je pense qu'il faut je pense que souvent on me dit tu as une bonne étoile. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment à chaque fois qui m'ont permis de trouver une alternative justement pour aller au-delà de ce plafond de verre. Alors vous avez rencontré les bonnes personnes, mais au tout début de votre vie, ceux qui vous ont permis d'être là aujourd'hui, c'est vos parents. Oui. Votre père qui était donc chef d'entreprise, mécanicien et votre mère institutrice. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec le Mali, le pays d'origine de vos parents? Mais le Mali, j'y vais souvent. Déjà dans le cadre de mes recherches, je fais des recherches actuellement sur le bicamérisme. Une partie de ma famille, comme vous l'avez dit, y est encore, donc je leur rends visite souvent. La culture malienne, je la vis tous les jours, à travers la musique, à travers la culture, etc. Et autant que la culture française. C'est ces deux cultures que je partage au quotidien. Alors revenons à votre action actuelle. Vous êtes donc président de l'association Expression de France. Alors déjà, pourquoi avoir choisi de la baptiser ainsi? Et puis, qu'est-ce que vous faites auprès des jeunes? Expression de France, j'insiste sur le fait que c'est expression au pluriel. Pour la petite anecdote, ça devait s'appeler au début la France inaudible et invisible, parce qu'on voulait donner la parole à toutes ces personnes qui souhaitaient participer au débat public, mais qui n'étaient pas suffisamment entendues, et surtout rétablir le dialogue entre les politiques et la population.
On assiste actuellement à une crise de la démocratie représentative. Il était intéressant de rétablir le lien entre les politiques et la population. Les différentes activités, on intervient dans les collèges et les lycées, puisqu'on estime qu'il est nécessaire de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté. On a aussi une deuxième phase qui est informer la population. Il est nécessaire de comprendre les enjeux des grandes orientations politiques, d'où la nécessité de vulgariser le débat public, mais aussi diffuser, on relaie au niveau national toutes les bonnes actions qui se réalisent au niveau local, et enfin la participation au débat public, notamment par les dîners-débats et les colloques. Alors, vous l'avez évoqué juste avant, il y a une crise de confiance vis-à-vis des politiques, vis-à-vis également des médias. Finalement, c'est dû à quoi, selon vous, et comment on peut inverser la tendance ? C'est dû à l'actualité qu'on regarde aujourd'hui en Chine, qu'on regarde en Afrique, qu'on regarde en Italie ou en Grèce. On a de moins en moins confiance dans nos représentants. Il est nécessaire... Est-ce que c'est un défaut, est-ce que c'est dû aussi à un défaut de représentativité? Si on regarde aujourd'hui le Sénat ou l'Assemblée nationale en ce qui concerne la France, clairement, on va pas forcément voir des gens qui vous ressemblent ou qui me ressemblent. La France est pourtant multiculturelle et on ne le retrouve pas, même au niveau social, dans les représentants nationaux. Est-ce que ça fait partie de la crise? C'est ce que j'allais dire, c'est un manque de représentation de l'identité française, on va dire. Quoique à l'Assemblée nationale, on a vu récemment qu'il y a beaucoup de personnes issues de la diversité qui sont entrées à l'Assemblée nationale, au Sénat un peu moins. Mais il est nécessaire que la population se reconnaisse dans nos représentants. C'est valable aussi pour le milieu rural, parce que nous n'intervenons pas uniquement dans les banlieues ou les quartiers populaires, nous intervenons aussi, que ce soit à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans les Outre-mer. Dans les Outre-mer, qui se sont aussi pas forcément, comme on dit souvent, des citoyens de seconde zone, mais dans la plupart du temps, on estime que la politique est centralisée à Paris, par les technocrates parisiens, d'où le fait aussi que les Gilets jaunes aujourd'hui manifestent de plus en plus. Et là, dans les initiatives que vous faites, mais de manière concrète, comment vous faites pour finalement renouer le contact entre les jeunes et ces hommes politiques? En allant sur le terrain, en échangeant avec eux, et aussi en permettant à ces jeunes de rencontrer les politiques pour qu'ils puissent poser des questions. À travers les dîners-débats, comme on l'a dit, dans le format classique des dîners-débats, on invite des jeunes, des politiques, des professionnels pour qu'ils puissent échanger avec ces représentants et leur poser des questions directement. Parce que dans l'inconscient collectif aussi, il faut comprendre que l'accès aux politiques est souvent limité, d'où l'image qu'on a aussi des politiques. Alors, vous êtes collaborateur parlementaire au Sénat depuis 2017 auprès d'un sénateur de droite. Oui. Comment vous êtes arrivé à ce poste? Je vais rectifier, ce n'est pas totalement un sénateur de droite, il fait partie du groupe RDSE, c'est centre droit. C'est un sénateur que j'ai rencontré à la suite justement d'un projet sur la citoyenneté. Il m'a été présenté par Anne Dor, la réalisatrice. Il était le président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est suite à une rencontre que vous avez finalement collaboré avec lui. Avant vous, d'autres collaborateurs parlementaires ont ensuite embrassé une vie politique, si on pense notamment, ne serait-ce qu'à Ramayad. Est-ce que ça vous tente, la politique? Pour l'instant, pas du tout. Moi, je pense que ce qui me tente vraiment, c'est la politique au sens noble du terme. Donc, intéresser la population à la vie de la cité, s'investir dans la vie de la cité, c'est très important. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'enseignement et pourquoi pas, après, conseil aux affaires, me diriger vers le conseil aux affaires publiques. D'accord, donc l'enseignement plutôt que la politique, a priori, pour vous? Politique dans le sens noble du terme, parce qu'on fait tous de la politique à partir du moment où on s'intéresse à la cité. Et là, la prochaine action que vous allez mener avec des jeunes, c'est quand, c'est où? C'est encore une fois le parcours citoyen, si je peux le décrire rapidement. Le parcours citoyen, c'est intervenir dans les collèges et les lycées. On essaie de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, notamment sur la responsabilisation, parce qu'ils sont souvent dans la revendication « mes droits ». Ils oublient leur devoir, le sens responsabilité. Et en cohérence avec l'équipe éducative, on les accompagne dans leur projet d'établissement pour ensuite visiter les institutions pour qu'ils s'approprient les institutions de la République. Ismaël Mbaye, enseignant, chercheur et président de l'association Expression de France, merci. Merci à vous.